dire l'incapacité dans laquelle la ville était à moduler ses taux de taxes, que ce constat soit partagé autour de la table. Je me souviens de débats homériques ici sur ce sujet d'une éventuelle baisse de la taxe d'habitation. Des débats homériques à une époque où la ville était dans une situation financière encore plus compliquée qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vois que le bon sens l'a emporté autour de cette table et que les positions de la majorité sont donc partagées aujourd'hui par tous. Et je m'en réjouis très simplement, mais avec beaucoup de force. Sur la question de l'électricité, effectivement, toute énergie qui est produite sur le ressort urbain d'une ville revient en partie à la ville. Alors maintenant, à l'agglomération, il faut le dire, il ne faut pas donner à penser aux citoyens qu'une partie de ce qu'ils payent quand ils achètent leur électricité revient directement à la ville. C'est le fait de produire de l'énergie sur le territoire d'une ville qui lui permet de percevoir une taxe qui s'appelle l'IFER, dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur le niveau de dette dont vous parliez tout à l'heure, et la baisse des habitants, d'abord, vous le disiez, il y a un décalage. Les chiffres du recensement ne nous reviennent qu'avec 2 ou 3 ans de décalage en moyenne. Donc la baisse de population du début de mandat n'avait pas été enregistrée effectivement sous cette mandature, mais sous la mandature précédente. Et puis, je dirais, chiche, au contraire. Puisque si on pousse au bout votre raisonnement, il est encore plus difficile de faire des économies quand on a moins de contribuables. Et donc, je dirais que cette action municipale est d'autant plus méritante qu'en ayant moins de contribuables, elle a réussi à redresser la situation financière de la ville. Peut-être pas toujours aussi loin qu'on aurait pu le souhaiter ensemble, mais enfin, sur une trajectoire positive dont vous avez reconnu vous-même la validité. S'agissant du budget lui-même, il faut être précis pour les citoyens qui nous écoutent et à travers eux pour toute la ville qui va lire la retranscription de ces débats, ou en tout cas une partie de leur substantifique moelle. Bien sûr que le budget que nous vous proposons aujourd'hui est un budget équilibré. C'est la loi. Donc il n'y a pas de budget public qui sont présentés en déficit dans une collectivité, ça n'existe pas. Et c'est important à préciser. Quant au budget qui arrivera et qui sera présenté, quant à ce que vous évoquiez comme n'étant pas dans ce budget-là, ce sera bien présenté et débattu comme chaque année, puisque ça fait 5 ans qu'on procède comme ça. À Saint-Dié, c'était d'ailleurs un de vos engagements aussi de campagne, je crois, de voter le budget en fin d'année, et donc on l'a aussi tenu. Pour vous, cette façon de présenter ne veut pas dire que le budget qu'on regarde aujourd'hui est insincère, c'est bien un budget équilibré, mais effectivement, une partie des dépenses aussi vont arriver dans le budget supplémentaire, et une partie des recettes aussi. Il y a des dépenses de personnel qui ne sont pas dans le budget que nous avons voté, il y a quelques dépenses d'investissement, quelques recettes d'investissement, mais ce budget que nous voterons, il sera aussi à l'équilibre. Donc c'est important de le préciser, puisque quand on écoutait votre présentation, on a l'impression qu'on allait voter un budget en déficit, et que, heureusement, on attendait un ajustement 3 ou 4 mois plus tard. Ça n'est pas le cas, hein. Les 2 budgets seront en équilibre, et on procède comme ça depuis 5 ans. Il n'y a donc absolument rien de nouveau. Sur la nature des investissements, on ne va pas relancer ici le débat. D'abord sur le volume, vous évoquiez 2 millions et 500 000 euros. Je rappelle que, encore une fois, on le voit cette année, la ville investit sur le budget principal 4,3 millions d'euros. Ça veut donc dire que 2,5 millions d'euros, c'est même pas le budget d'une année de la ville de Saint-Dié. Donc c'est, parce que les chiffres ne sont pas tout à fait ceux que vous évoquiez, c'est d'ailleurs plutôt 2,2 millions. C'est donc un peu plus de 50% du budget d'une année en investissement qui a été consacré aux 2 investissements que vous évoquez. Comme je le dis souvent de façon provocante, en additionnant le jardin Simone Veil et le skatepark, on aurait pu en faire 12 dans le mandat. Et en 2 budgets, on a plus consacré à la voirie, beaucoup plus, 1 million plus 1,5 million, puis cette année encore 1,5 million. On consacrera infiniment plus à la rénovation de la voirie qu'à ces 2 équipements, même si c'est normal que vous en parliez, puisqu'ils sont situés en plein centre-ville, qui sont visibles, qui sont la part la plus immergée de l'iceberg. Heureusement, il y a plein d'autres choses
qui sont immergés et que par ailleurs, comme ils sont appréciés, je crois, par une partie la plus jeune de notre population, mais pas seulement, ils donnent de notre ville une image de dynamisme et ils attirent en centre-ville une population qui avait peut-être perdu l'habitude d'y aller. Mais là ne se limite pas évidemment les investissements qui ont été réalisés ces dernières années. La liste est longue, elle est très longue des réalisations et je sais que ici chacun en garde mémoire. Et puis quant au transfert, au rythme des transferts, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous ne décidons pas seuls à l'agglomération. Et donc il faut travailler avec les autres, convaincre. Et je pense qu'à l'échelle de ce qu'on a vécu, du retard, parce que c'est un retard, même un retard considérable, un retard pénalisant, un retard dramatique pour la ville qui avait été pris en matière d'intercommunalité. Seule ville de France de plus de 20 000 habitants, avec Gap et Cannes, pas les mêmes recettes fiscales, hein, mes chers collègues, qui n'avaient pas d'intercommunalité. Seule ville de France de plus de 20 000 habitants, avec Gap et Cannes, à ne pas être en intercommunalité jusqu'au 1er janvier 2014. Alors c'est vrai qu'on aurait pu, on peut toujours dire qu'on pourrait aller plus vite, mais ça fera à peine 5 ans, au 1er janvier 2019, qu'on est en intercommunalité, à peine 2 ans qu'on sera en agglomération. Donc on est allé assez vite. Et je suis comme vous, je suis impatient. Mais la vie des collectivités, c'est aussi la maîtrise du temps. Pas dire qu'il faut laisser du temps au temps, ça nous rappellerait des souvenirs. La maîtrise du temps, c'est aussi le travail des collectivités. Et en investissement notamment, il faut le dire, l'agglomération investit puissamment à Saint-Dié-des-Vosges, ailleurs aussi. Je pense à Raon-l'Étape, à Plainfin notamment, mais elle investit beaucoup à Saint-Dié, comme dans toutes les villes qui assument des fonctions de centralité. Et c'est heureux. Je prendrai un tout petit exemple puisque il paraît qu'il est en ce moment très sollicité, encore plus que d'habitude, le parking de l'aire de covoiturage, c'est l'agglomération qui l'a réalisé, la boussole, c'est l'agglomération qui est en train de la réaliser, etc., etc. Donc moi je me réjouis qu'on partage globalement des objectifs proches. C'était l'espoir secret que je formais depuis le début de ce mandat, qui est une forme de convergence des objectifs. Et donc je me réjouis qu'on puisse entamer les derniers mois de mandat sur une pente de dialogue plus constructif que celle sur laquelle il s'est engagé au départ. Et je suis sûr que cet esprit prévaudra dans le mandat suivant, si les électeurs et si toute autre force, quel que soit le nom qu'on veuille leur donner, nous prêtent vie et faveur. En tout cas, je le redis, c'est le mot, je pense, qu'il faut utiliser, et c'est ce qu'on ressent autour de la table, de votre côté comme du nôtre, c'est la confiance dans leur propre destin. Il faut redonner à nos habitants la confiance dans le destin de leur ville, dans sa capacité éminente à regarder le monde et à produire des richesses qui vont ensuite se répandre dans le monde. C'est cette confiance qu'il faut redonner à nos habitants, avec des moyens, certes, dont on pourrait souhaiter qu'ils soient plus importants, mais des moyens qui néanmoins sont en augmentation parce que les efforts ont été faits et qu'on va continuer à les faire en 2019 comme dans les années précédentes. Et je le dis d'ores et déjà, pour que la confiance soit complète, dans le mandat suivant, il faudra rester, peut-être de façon différente, mais sur une pente de redressement financier nécessaire et impératif, pour des raisons de confiance dans l'avenir de cette ville. Utilisé sur la partie de la taxe d'habitation. Les choses sont très claires. On a toujours sollicité, depuis le début du mandat, une baisse de la taxe d'habitation, parce que celle-ci était anormalement haute de notre ville. Sur les premières années du mandat, on a souhaité qu'il y ait une possibilité de le faire au niveau du budget municipal. La bonne nouvelle à l'arrivée de l'État, on en a pris acte. Ce que l'on souhaitait, c'est que les Audaciens payent moins de taxes d'habitation, au moins pour une grande majorité d'entre eux. C'est ce qui se passe depuis 2 ans. Donc c'est ça qui a expliqué notre changement d'attitude vis-à-vis de cette recette. C'est la prise en charge par l'État de cette baisse de taxe d'habitation. Ça, c'est le premier point. Donc on n'a pas eu de changement d'attitude sur celui-ci. Le but était très clair. Moins d'impôts pour les contribuables de l'Audacie. Le deuxième sujet, c'est, sans être trop technique, et puis c'est pas pour avoir raison, monsieur le maire, mais je confirme que sur nos feuilles
aux factures d'électricité, nous payons une taxe communale, tous les Alsaciens, comme dans toutes les autres villes. Et je vous informe qu'il y a eu débat ici, et ce n'est pas avec vous, que c'est le taux le plus élevé de France. Qui est donc pratiqué par des centaines d'autres communes en France. Ça vaut le coup d'être rappelé. Et je crois que vous étiez même autour de la table, puisque vous y siégez depuis 23 ans, au moment où ce taux a été décidé. Sur la baisse de la taxe d'habitation, je vous reprenais juste, vous disiez, on ne peut pas, je vous ai noté, on ne peut pas demander une baisse de la taxe d'habitation. Aujourd'hui, vous dites que l'État ne peut pas la baisser, puisque c'est lui qui décide de la supprimer, mais qui ne peut pas en varier le taux. Vous dites donc que c'est bien que l'État la supprime, mais auparavant, vous trouviez possible pour nous de le faire avec des recettes qui étaient moindres et qui étaient compromises. Donc je dis juste que tout le monde est favorable aux baisses d'impôts, vous savez, dans l'absolu, dans l'éther des idées générales, tout le monde trouve ça bien. Je ne connais pas ici des élus qui disent par principe il faut que l'impôt soit élevé. Sauf que pour baisser les impôts, il faut ou bien être dans une gestion très saine pour maintenir le même niveau de service, ou alors il faut baisser le niveau de service. On est bien d'accord. Et il est très compliqué dans une démocratie d'espérer avoir à la fois un très haut niveau de service et des impôts très bas. À un moment donné, il faut choisir. D'autres grandes démocraties ont fait des choix différents de ceux de la France. Si vous prenez la Grande-Bretagne, le niveau de service il est globalement moins élevé, les impôts ils sont moins élevés. Si vous prenez l'Allemagne, le niveau des impôts y est globalement égal, voire légèrement supérieur au nôtre, et le niveau de service y est élevé. Si vous prenez les États-Unis, le niveau de service y est beaucoup plus faible qu'en France, à ce point que les salariés sont remboursés d'une partie de leurs frais maladie depuis quelques années à peine, et le niveau de fiscalité est moins important qu'en France. Donc, il faut choisir. Et je disais juste que aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il aurait été difficile de baisser la taxe d'habitation il y a quelques années. Ah oui, parce que ou bien il fallait tailler dans les services offerts aux Déodaciens, ou bien il fallait investir moins, ou bien il fallait accepter de laisser filer la dette et les charges de fonctionnement. Et on n'a fait aucun de ces choix. On a stabilisé la fiscalité, et Dieu sait que, vous vous souvenez même qu'ici, à un moment, on avait évoqué la possibilité qu'on soit obligé d'augmenter tellement la dette était importante, tellement le budget de 2014 était insincère. Mais finalement, on n'a ni obéré le niveau de service, ni diminué le rythme des investissements, ni laissé filer la dette. Et donc, tout en ayant stabilisé les impôts. C'est quand même compliqué. Je ne dis pas qu'on a réussi à la quadrature du cercle. Encore une fois, on pourrait, dans le monde des idées idéales, et quand, comme vous, je rêve à l'action municipale, quelquefois je me dis qu'on pourrait avoir une 6e vitesse, ce serait mieux. Hein. Et peut-être même qu'on n'est pas encore en 5e du point de vue de l'état de santé financière de la ville. L'adjoint aux finances, Jean-Paul Bezonde, qui veille avec toute la passion qu'on lui connaît, aux côtés de Nicolas Bloss aussi, eh bien, il le sait mieux que personne. Mais enfin, on reconnaît, je l'ai entendu dans vos propos, alors j'aurais peut-être pas dû le souligner, ce serait resté de l'ordre de la connivence discrète, mais j'ai entendu dans vos propos une forme de reconnaissance qu'il aurait été très compliqué de baisser cet impôt il y a 3 ou 4 ans, et qu'au fond, quand vous le disiez, vous le saviez. Et qu'aujourd'hui, que l'État le décide, c'est son choix. Mais j'insiste sur ce point, nous serons très vigilants sur le niveau de la compensation et sur sa pérennité, sur le caractère d'ailleurs progressif de la recette. Si c'est la taxe sur le foncier bâti, d'accord. Si c'est une dotation forfaitaire, je ne serais pas d'accord, c'est clair. Ça ne me paraît pas d'ordre à donner à cette ville l'autonomie fiscale nécessaire. On ne va pas pour le plaisir de se parler, se chamailler plus que de raison, mais je constate qu'il y a un ton qui a changé, il y a une forme d'alignement de planètes heureux autour de propositions qui, pour ce qui nous concerne, étaient posées sur la table depuis le début et dont on aurait aimé débattre avec le même caractère constructif dès le début du mandat, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je suis en train de dire 20 fois sur le dire, j'étais votre ouvrage, puisque je me suis expliqué déjà plusieurs fois, et j'insisterai encore ce soir, sur le fait que mon calcul que je fais, il n'est pas du tout comme le vôtre. Alors, à la fois, il va
surprendre puisque l'endettement par habitant, je le trouve plus élevé que vous le trouvez, mais contrairement à ce que vous dites, il est en baisse d'année en année depuis le début de notre mandat. Alors, je vais expliquer. Je tiens compte, comme vous le savez, de l'intégralité des budgets. Donc, si on fait le calcul de l'endettement de l'intégralité des budgets et qu'on divise par le nombre d'habitants, on trouve forcément un montant plus élevé qu'en prenant le budget principal, l'endettement dans le budget principal divisé par le même nombre d'habitants. Je préciserai, je confirmerai ce que dit M. le maire, effectivement, la baisse du nombre d'habitants, on ne la conteste pas, elle est là, mais il faut savoir qu'au 1er janvier 2018, il y avait bien 21 112 habitants, et c'est le résultat d'un recensement de 3 ans. Donc c'est pour dire que la baisse, elle vient quand même d'une époque où on n'était pas là. Alors on verra, on attend d'ailleurs dans les jours qui viennent la population au 1er janvier 2019, on verra ce que ça donne. La baisse l'endettement par habitant, oui, puisque tout budget confondu, vous savez très bien que le désendettement, il s'opère en grande partie sur les budgets annexes. Donc si on retient que le budget principal, effectivement, le désendettement est faible, et puisque la population baisse, effectivement, calculé comme ça, vous avez raison. Mais si vous tenez compte de tous les budgets, et c'est ce calcul-là que je prétends qu'il faut faire, la baisse de l'endettement par habitant, l'endettement par habitant diminue. C'est un des chevaux de bataille de l'adjoint délégué aux finances, hein, le fait que le calcul se fasse tout budget confondu, et il a raison, puisque cet endettement, il pèse tout budget confondu sur les deux des siens, et pas seulement le budget principal. Je sais que c'était, pour les oppositions à l'époque, avant 2014, c'était un point fort dans leur contestation, et donc nous sommes restés fidèles à cette feuille de route-là. Oui, je précise aussi que la baisse, on ne l'a pas dit, mais la baisse de la population, elle est générale dans le département. Il n'y a pas celle à Remiremont, elle est aussi marquée qu'à Saint-Dié-des-Vosges, par exemple. Et Épinal aussi a perdu des habitants au cours des 20 dernières années. C'est une situation qu'on peut regretter, mais qui mettra du temps à se redresser, parce que les tendances démographiques, je l'ai déjà dit ici, sont des tendances en général sur 10 ou 20 ans. Donc c'est pas du jour au lendemain que ça se redresse, hélas. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? Si tout est calé, oui, monsieur le conseiller municipal, vous avez la parole. Je crois que mes propos étaient à peu près clairs. Vous avez compris que donc on voterait pour les recettes, donc les taux, et on votera contre la partie dépenses du budget, mais par contre on sera bien sûr favorable aux associations, mais on attend le débat qui va suivre. On vote tout le budget d'un seul coup, donc on vote le budget tel qu'il est présenté dans la délibération. Et donc, on pourra préciser. On pourra, bien sûr, c'est autre chose. Mais ça, c'est parce qu'on avait décidé. Mais on vote bien le budget tel qu'il est présenté, le budget primitif dans son ensemble. On le vote en une seule fois, comme la délibération le présente. Donc, on ne peut pas distinguer la section des recettes de celle de. C'est la cohérence. C'est celle de. Très bien. Et donc, on va passer au vote sur ce budget primitif 2019. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Merci à vous.